Cordélia Schmitt. Vous voilà, directrice de recherche, chef de l'équipe TOT, qui est basée à Grenoble. Et vous essayez de voir comment apprendre à un ordinateur à reconnaître dans de grandes bases d'images et de vidéos, comment apprendre à les reconnaître et à les indexer surtout. Et surtout, à faire en sorte que l'ordinateur puisse le faire par lui-même, hein, sans qu'on ait besoin de lui apprendre ceci est une Renault, ceci est une Peugeot, mais qu'il sache par lui-même s'en débrouiller. On vous écoute. Oui, donc juste pour donner une idée pourquoi c'est difficile, en fait, l'humain c'est apprendre à percevoir très facilement, mais pour un ordinateur c'est difficile parce que ce qu'il voit, c'est une matrice de pixels, donc c'est beaucoup plus dur. Aujourd'hui, il y a pas mal de succès qui existent. Donc, par exemple, dans les caméras ou même sur votre iPhone, on peut reconnaître des visages pour prendre des photos. Ça permet de mettre le focus en focus. Après, de façon plus difficile, pareil, ça commence à avoir des applications dans les voitures. Donc, reconnaître quelqu'un qui traverse la route. Dans le contexte vidéosurveillance, savoir est-ce que quelqu'un dépose une bombe, etc. Donc, c'est vraiment beaucoup d'applications. Une dernière application jouet, c'est vous vous promenez, vous voyez un monument et vous pouvez avoir des informations complémentaires. Et donc, quels sont les défis ou quels étaient les défis que je me suis posés dans le contexte de mon ERC? Donc, ce qu'il y a facilement, schématiquement, 3 composants, l'apprentissage, les données, et après, comment on modélise le monde. Et donc, dans le contexte de l'ERC, c'était vraiment comment trouver des données pour apprendre sans annotation. Donc, on ne veut pas tout annoter, mais on veut savoir comment on prend les données qui sont existantes dans le monde pour apprendre des choses. Et donc là, vous avez beaucoup de données sur Flickr, sur YouTube, dans les archives, dans les collections personnelles. Et souvent, ils viennent avec des données complémentaires, comme le texte, l'audio, les données, quels utilisateurs sont utilisés, quand est-ce que c'était pris, les données GPS, etc. Donc là, le but, c'est d'utiliser ces données pour pouvoir apprendre de façon semi-supervisée, donc apprendre comment construire des modèles à partir de ces données, donc des modèles pour reconnaître les objets dans la scène. Encore plus difficile, reconnaître des actions dans des vidéos, donc ce qui est beaucoup plus compliqué. Et donc là, je vais donner 2 exemples. Donc le premier, c'est comment apprendre conjointement des acteurs et des actions dans les vidéos. Donc il y a beaucoup de vidéos qui viennent avec des scripts. Donc les scripts, c'est soit des régisseurs qui prennent ça, soit les utilisateurs qui annotent. Donc vous avez tout le long de la vidéo une description de la vidéo. Donc par exemple ici, Rick walks up behind Ilsa. Donc vous avez ça tout au long de la vidéo. Vous extrayez les visages dans la vidéo, vous extrayez les actions, et après vous avez un algorithme qui apprend à partir de ces données de co-occurrence quelles sont les personnes et quelles sont les actions. Et donc là, on peut regarder. Donc là, on va apprendre que c'est assez Rick qui marche. Et après, donc par déduction alors, ouais. Oui, par déduction automatique. Et donc là, vous pouvez voir le résultat. Donc les annotations pour les personnes et les actions. Donc là, par exemple, les acteurs et les actions, etc. Et donc, le deuxième exemple. Il faut savoir qui fait quoi, alors. Oui, et le deuxième exemple, donc c'est là, pareil, vous avez des vidéos avec des annotations. Excusez-moi, ce qu'on a vu à l'instant même, c'est le résultat de votre travail ou c'est des choses... D'accord, oui, ok. Ouais. Et donc, le deuxième, c'est un autre, donc c'est pareil, c'est quelque chose qui est développé, c'est le travail de l'ERC, en fait. C'est un peu, j'ai mis deux résultats de l'ERC, donc tous les deux dans la vidéo, ce qui est plus complexe. Le deuxième, donc là, si on a des vidéos, évidemment, on ne veut pas annoter dans toutes les vidéos toutes les actions. Et donc là, l'idée, c'est qu'on annote quelques keyframes dans la vidéo avec la personne ou l'action. Et à partir de ces données, après, on peut apprendre de façon semi-automatique quelles sont les actions, où est-ce qu'ils sont dans la vidéo. Donc pareil, je vais donner un exemple, donc ce qu'on peut faire. Donc là, il y a 2 types de résultats. Un, c'est des vidéos de sport. Donc en vert, vous voyez les annotations. Donc pour le test, on annote pour pouvoir évaluer. En jaune, ce qui est détecté. Donc vous pouvez voir même des sports difficiles et complexes avec des mouvements très complexes. Vous êtes capable de détecter. Et donc, une deuxième base, c'est une base que nous, pareil avec les fonds de l'ERC qu'on a collectés nous. Donc là, c'est des actions de tous les jours. Ça défile un peu vite. Et donc là, vous pouvez voir ce qu'on peut faire. Par exemple, vous pouvez surveiller votre enfant qui brosse ses dents et vous pouvez mesurer est-ce qu'il a brossé ses dents assez longtemps. Ou par exemple, vous pouvez voir si votre femme de ménage nettoie assez bien le sol. Et donc là, ça marche bien. Mais bon, après, il faut le complexifier encore. Et donc, le dernier point que je voulais mettre en avant, donc, depuis que je suis soumis mon ARC, il y a pas mal de changements qui ont lieu. Donc, notamment, tout ce qui approche deep learning, il peut aussi fonctionner avec des données synthétiques. Donc, ce qui complète un peu les données qui sont disponibles avec des annotations faiblement supervisées. Et donc, à partir de ces données synthétiques, maintenant, on sait, donc c'est des choses qu'on avait essayé il y a longtemps, mais maintenant, on sait les utiliser pour apprendre, notamment pour les actions. C'est des espaces très complexes. Et donc, là, on peut modéliser de façon synthétique
des bouts de mouvement à apprendre à partir de ça. Donc ça, c'est des nouvelles directions. Voilà, merci. Alors j'ai envie de poser la même question, je crois que c'était à Steve que je la posais. Et ça marche ? À quel point ça marche? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette capacité à noter, à comprendre, à suivre les personnages, etc. Oui, je pense qu'on a... C'est plus facile dans une image fixe que dans une image oui, mais animée. Ce que j'ai envie de dire, depuis que j'ai commencé mes recherches, ça a vraiment fait des gros progrès, notamment depuis le dépôt de l'ERC. Je ne dis pas que c'est hasard, mais depuis, la vision a énormément progressé. Donc la vision a beaucoup progressé. Oui, donc il y a beaucoup de choses qui marchent maintenant qui ne marchaient pas il y a 5 ans. Notamment tout ce qui est détection d'humains, visage et tout ça, qui sont des briques de base. Si vous le reconnaissez des actions, ça marche maintenant très bien. Qu'est-ce que c'est le secret pour être retenu à l'ERC? Ouais, c'est une bonne question. Donc, une compétence importante, c'est la rédaction du projet. Et donc, ce que je vous avais dit avant, c'était que ce qui compte, c'est un projet innovant qui plaît au jury, mais il faut aussi qu'il se soit réaliste. Donc, il ne faut pas que le projet est complètement sans connexion avec les travaux qu'on a fait auparavant. Donc, montrer qu'on a déjà des briques essentielles qui permettent... Ça permet de montrer au jury que c'est rendre possible. Le projet crédible, finalement. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, vous collaborez avec beaucoup de laboratoires et de compagnies d'entreprises connues dans le monde. Oui. Ouais. Il y a quoi? Avec qui vous collaborez? Donc, je travaille avec des gens à Berkeley, par exemple. Après, on travaille pas mal avec des industriels, donc par exemple avec Facebook et Google, donc Xerox aussi. Donc, actuellement, on a des travaux en commun avec Xerox, une thèse co-encadrée. Avec Facebook, on va commencer une thèse co-encadrée. Après, je travaille aussi avec les gens du MPI. Donc, le dernier transparent, c'est en collaboration avec des gens du MPI, donc en Allemagne, à Tübingen. En Allemagne, d'accord. Ouais. Oui, donc c'est vraiment des travaux à la pointe parce qu'on voit que tous les grands du secteur s'intéressent à ces sujets-là, on peut l'imaginer, bien sûr. J'ai cru comprendre, dites-moi si je me trompe, que vous avez dû un petit peu changer votre fusil d'épaule au début de votre projet, adapter un petit peu votre projet, parce que finalement, ce que vous aviez imaginé n'était pas exactement ce qui s'est réellement produit. N'est-ce pas? Je ne me trompe pas? Ce que j'essaie d'illustrer, ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'effectivement, c'est des projets qui présentent un certain risque, une certaine part d'inconnu, et puis on découvre des choses, et puis il faut bien s'adapter. Si je relis la proposition, ça fait maintenant il y a 5 ans, 6 ans que je l'ai écrite. Depuis, il y a pas mal eu de petits changements. Bon, le projet en lui-même, c'est toujours valable, mais il y a beaucoup de techniques, détails techniques qui sont évolués, tout ce qui est données synthétiques, etc., modélisation qui a changé depuis, etc. Aussi, pouvoir tenir compte des grandes quantités de données, c'est devenu beaucoup plus facile aujourd'hui. Donc oui, ça s'adapte au cours de l'exécution du projet, ça s'adapte en fait. Donc on reste pas exactement sur le schéma, c'est pas comme un projet de recherche lambda, on fait vraiment les délivrables. Il faut qu'on réfléchisse et qu'on adapte le projet à fur et à mesure.